C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la jeunesse tunisienne qui brave le couvre-feu et qui défie la police. 10 ans après la révolution, les rues s'embrasent de nouveau. Des milliers de jeunes, parfois mineurs, ont affronté les forces de l'ordre. Une colère liée à une situation économique qui ne cesse de se dégrader. L'analyse de Karim Yayaoui dans ce journal. La reprise de l'école au Ghana. Les autorités ont annoncé la réouverture des établissements scolaires après 10 mois de fermeture. Tous les élèves, sans exception, passeront au niveau supérieur, une décision qui inquiète les professeurs. Et puis nous irons en Afrique du Sud. Le pays lance une vaste campagne de dépistage pour tenter d'endiguer la deuxième vague de la pandémie de Covid-19. Les autorités souhaitent vacciner 70% de la population et en priorité les personnes les plus fragiles. Parmi elles, les obèses. Ils ont plus de risques de développer des formes graves. Reportage à suivre dans ce journal. Une impression de déjà-vu dans les rues de plusieurs villes tunisiennes. 10 ans après la révolution, elles ont été investies par des milliers de jeunes, parfois mineurs, pour crier leur colère face à une crise économique qui non seulement n'en finit pas, mais qui s'aggrave d'année en année. Ce mardi soir, ils étaient de nouveau dans les rues. Écoutez ces quelques réactions. Aux politiciens, je leur dis une chose, si vous avez quelque chose à dire au peuple, ne le dites pas avec les forces de l'ordre, sortez voir le peuple et faites-lui face. Je suis venue aujourd'hui car 10 ans après la Révolution, je n'ai pas le sentiment qu'il y a des choses qui sont en train de changer. Au contraire, il y a un sentiment de déception profond, avec en plus la pandémie, que Dieu nous protège de cela. La pauvreté, le chômage et la situation que nous sommes en train de vivre en tant que jeunes. 10 ans après, nos demandes ne se sont pas concrétisées. Nous sommes sortis aujourd'hui 2 jours pour dire au gouvernement que nous sommes là et que nous n'avons pas la volonté de détruire ou de voler. Nous sommes des citoyens, des jeunes consciences. Nous voulons nos droits et nous ne nous arrêterons pas avant que ce gouvernement parte. Nous étions tout à l'heure en direct avec Karim Yayaoui, chroniqueur et reporter à France 24. Pour lui, ce nouvel embrasement est aussi un échec de l'antisystème incarné par le président Kais Saied. Écoutez son analyse. Ce sont les mêmes slogans, les mêmes revendications qui émergent, de la dignité, du travail. C'est ce qui, évidemment, avait animé le mouvement de contestation en 2011. Et lorsqu'on regarde un petit peu les quartiers, les régions où ça se passe, ce sont plutôt des régions défavorisées. On a vu aussi des images de gens qui ont pillé des magasins donc pour prendre des produits de première nécessité. Et c'est clairement la crise sociale qui pousse sans doute ces jeunes, et parfois moins jeunes, à exprimer leur colère dans la rue tunisienne la nuit. Alors évidemment, ça rappelle des images de la Révolution, mais pas seulement, puisqu'il faut se rappeler que en janvier, décembre de chaque année, il y a des tensions qui réapparaissent. J'étais moi-même en Tunisie en janvier 2018 et on avait vu des émeutes, des tensions importantes à l'époque et toujours avec les mêmes revendications. Mais c'est vrai que cette année, avec le confinement, le couvre-feu, eh bien la tension est peut-être encore plus vive. Un certain nombre de citoyens ont eu le sentiment que ce couvre-feu était un petit peu venu à point nommé pour les autorités qui ne savent pas forcément sur quel pied danser parce qu'elles savent pertinemment que s'il y a une bavure, eh bien ça risque de s'embraser de plus belle. D'ailleurs, un certain nombre d'images sur les réseaux sociaux et parfois publiées par les médias ont montré des violences policières. Et c'est vrai qu'on a un discours à la fois apaisant et à la fois ferme. En tout cas, c'est la ligne qu'essaye d'exprimer le Premier ministre. Le Premier ministre qui est à la tête d'un gouvernement qui vient tout juste d'être remanié et qui a lancé aujourd'hui un appel aux Tunisiens et notamment à la jeunesse tunisienne en leur expliquant qu'ils étaient l'avenir du pays, mais pas sûr que ces mots trouvent un écho favorable au sein de cette jeunesse, mais aussi une partie de l'opinion qui considère que les politiques sont en grande partie responsables des blocages et des échecs de ces 10 dernières années, avec beaucoup d'instabilité politique. Lorsque j'étais en Tunisie ces derniers jours, il y a un mot qui revenait régulièrement dans la bouche de ceux qui se sentent oubliés, la marginalisation qui n'a cessé de croître alors que beaucoup espéraient des changements profonds dans leur quotidien avec la Révolution. Voilà pour le décryptage de Karim Yayaoui, tout juste de retour de Tunisie. Vous pouvez d'ailleurs revisionner la série de reportages réalisés avec Mohamed Farhad sur notre site internet france24.com.
L'opposition centrafricaine qui rejette la réélection du président Faustin Archange Touadéra. La coalition des 15 partis dénonce d'innombrables fraudes et une participation extrêmement faible dans ce pays en proie aux groupes armés et théâtre d'une nouvelle offensive rebelle. Pour rappel, 2 Centrafricains sur 3 n'ont pas pu voter. En Ouganda, les avocats de Bobi Wine passent à l'offensive. Ils ont formulé leur intention de brandir le habeas corpus. La liberté est fondamentale de ne pas être emprisonné sans jugement. Leur client, l'opposant Bobi Wine, affirme être assigné à résidence depuis que son parti rejette la réélection pour un 6e mandat du président Yoweri Museveni. La visite au Mali du chef des opérations de paix de l'ONU, elle intervient après les attaques meurtrières contre les casques bleus. La semaine dernière, 5 casques bleus de la mission onusienne ont été tués en moins de 3 jours lors de 2 attaques distinctes dans les régions de Tombouctou, dans le nord-ouest du pays, et de Tessalit, dans le nord-est. Un hommage leur a été rendu. Écoutez. Les tragiques incidents qui ont conduit à la perte de nos 4 casques bleus ivoiriens et plus récemment aussi de notre casque bleu égyptien, c'est qu'il faut toujours faire davantage parce que les menaces continuent d'exister et ceux qui sont à l'origine de ces attaques s'adaptent aussi. Donc la réponse, c'est de continuer nos efforts avec encore plus de préparation, d'entraînement, une réflexion permanente sur l'amélioration de nos équipements, de notre capacité à détecter les menaces et à les prévenir avant qu'elles aient des conséquences tragiques sur nos équipes. Voilà, propos recueillis par Anne-Fleur Lespio. Dans le même temps, le chef de l'État Emmanuel Macron a annoncé que Paris s'apprêtait à, je cite, ajuster son effort au Sahel où est déployée la force anti-djihadiste Barkhane. Une déclaration faite à l'occasion des vœux aux armées à Brest, dans l'ouest de la France. Écoutez. Grâce à un effort accru dans la bande sahélo-saharienne, les résultats sont là. Les renforts temporaires que j'avais décidé de déployer ont permis à la force Barkhane de mettre en grande difficulté des groupes terroristes qui se trouvent acculés, réduits à des procédés lâches. Les résultats obtenus par nos forces au Sahel, conjugués à l'intervention plus importante de nos partenaires européens, vont nous permettre d'ajuster notre effort. Avec plus de 30 000 morts, l'Afrique du Sud a été durement touchée par la pandémie de Covid-19 et ce n'est pas fini. La 2e vague s'avère plus rude que la précédente avec un variant plus contagieux. Le pays envisage de vacciner 70% de sa population d'ici la fin de l'année et les personnes fragiles seront prioritaires. Parmi elles, les personnes qui souffrent d'obésité. Voyez ce reportage de Caroline Dumais et Stéphane Carstens. En Afrique du Sud, le tiers des hommes et les 2 tiers des femmes sont en surpoids. Selon les critères de l'Organisation mondiale de la santé, le Sud-Africain moyen est considéré comme obèse. Lourdement touché par le Covid, cette catégorie de population a attiré l'attention des chercheurs de l'université de Pretoria. Ce professeur du département d'immunologie explique que les patients obèses ont un système immunitaire plus fragile que les autres. Ils attrapent plus facilement le Covid et ils en guérissent moins facilement. Les gens atteints d'obésité ont 2 fois plus de chances que les autres d'être admis à l'hôpital en raison de la sévérité de la maladie. Il a aussi été établi qu'ils ont une probabilité de mourir 50% plus élevée. Diabète, hypertension, les hôpitaux sud-africains regorgent de patients obèses qui font des complications. Le gouvernement a promis que les populations les plus vulnérables seraient vaccinées en priorité. Chacun de nous, je pense, ressent une certaine angoisse personnelle. On se demande vraiment à quel moment on va se sentir en sécurité. Pour les populations obèses qui se sentent en danger, la pression est d'autant plus importante qu'elles ont grossi pendant le confinement. Leurs habitudes alimentaires se sont détériorées. C'est l'une des conclusions d'une étude qui a été pilotée par la plus importante société agroalimentaire du pays. Elle en dit long sur l'état nutritionnel des Sud-Africains. Nous avons complètement retracé ce que les gens ont mangé, ce qu'ils ont acheté en plus ou en moins. Et on a trouvé, par exemple, que le sel était un problème. Les gens en consomment beaucoup plus que ce qu'il est recommandé. Il y a aussi les snacks. Mais ce qui nous a le plus surpris, ce sont les portions. Ce que les gens considèrent comme une portion normale est en réalité une portion trop large.
L'obésité est un enjeu de santé publique. Pour gagner la bataille du Covid, le gouvernement sud-africain va devoir aussi s'atteler à cette pandémie. Direction le Ghana, où les élèves vont pouvoir retrouver le chemin de l'école. Les autorités ont décidé la réouverture des établissements scolaires après 10 mois de fermeture. Les élèves passeront au niveau supérieur, mais les parents et les professeurs craignent un décrochage. Harold Girard. Après 10 mois de pause, les écoles rouvrent leurs portes au Ghana. Depuis presque un an, les étudiants d'Accra, la capitale, attendaient leur rentrée. On ne prend pas le temps d'apprendre, sauf peut-être pour les étudiants qui sont passionnés et qui savent ce qu'ils veulent vraiment faire. C'est pourquoi le retour à l'école est vraiment utile. Cela va nous permettre de tout recommencer et nous allons nous remettre sur la bonne voie. À travers le pays, des cours à distance ont été proposés, mais faute de matériel suffisant dans beaucoup de foyers, une partie importante des jeunes s'est retrouvée sans solution. Ce n'est pas facile de garder les enfants à la maison. À leur âge, 16, 17, 18 ans, il est vraiment difficile de les contrôler. Donc le fait de les avoir à la maison est devenu beaucoup plus difficile à gérer pour moi, tout en continuant à travailler. Le Ghana aura donc à rattraper un retard conséquent pour la plupart de ses écoliers, alors même que le pays affiche un taux de scolarisation des enfants à 90%. Ici, l'éducation est une priorité. Cela aura des conséquences sur leur formation. Les enfants, certains d'entre eux, ont même oublié qu'il existe un système scolaire. Et il est maintenant de notre devoir de les élever, de les accueillir psychologiquement et mentalement. Le pays a décidé d'accorder à tous les élèves le passage à l'année supérieure. Les écoles, elles, craignent un décrochage massif parmi les communautés les plus défavorisées. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.